Alors, nous allons continuer avec les 5 critères sur lesquels se basent les prêteurs avant de prêter à quelqu'un. On va d'abord regrouper les deux premiers critères, c'est-à-dire le revenu et la stabilité d'emploi. Donc, vous comprendrez que pour un prêteur, étant donné qu'il prend le risque de vous prêter de l'argent qui est à en perdre, mais la stabilité de l'emploi va devenir assez importante. C'est-à-dire qu'ils vont préférer prêter de l'argent à quelqu'un qui a plus d'expérience, qui a un emploi plus stable, que quelqu'un qui commence dans un nouvel emploi ou qui change d'emploi très souvent. Hein, ça montre une certaine instabilité. Alors, est-ce que cette personne-là, si elle perd son emploi encore, est-ce qu'elle va être capable de me rembourser finalement? Le revenu, qui est aussi qui est dans le fond la source principale de remboursement du prêt, bien, plus le revenu est stable, plus ça augmente la probabilité du paiement. Donc, ça vient sécuriser les prêteurs. Le troisième critère, c'est le ratio d'endettement. C'est en fait le rapport entre le montant des dettes à rembourser chaque mois et le revenu mensuel brut. Dans l'exemple qui est là, on a un revenu de 3 500. Les dettes, là, que ce soit l'hypothèque, le prêt auto, la carte de crédit, donc tout ce qui est dette, représente 1 375. On parle d'un ratio d'endettement de 39,3 %. Donc, plus nous sommes endettés, plus il est difficile d'effectuer les paiements associés à un nouvel emprunt. C'est pourquoi les banques calculent d'abord notre ratio d'endettement, donc pour savoir justement c'est quoi ce pourcentage-là et est-ce que la personne a déjà de la difficulté à rembourser ses dettes avant de vous prêter plus d'argent, mais ils vont s'assurer que vous êtes capable de rembourser les prêts que vous avez déjà contractés. Si ça vous intéresse de calculer votre ratio d'endettement, il y a sur le site du gouvernement du Canada un outil bien simple donc qui nous permet le calcul de ce ratio-là. Donc, on a même un exemple avec Thomas et Carlos qui veulent ici emprunter pour un duplex, mais avec un taux d'endettement, un ratio de 56 %. La banque ne voudra peut-être pas leur prêter. Donc, vous pouvez rentrer simplement vos informations ici et ça va calculer votre ratio d'endettement. On continue. Donc, voilà. Le ratio d'endettement, dès qu'on frôle ou qu'on dépasse le 40 %, ça devient difficile. Donc, ça va devenir difficile d'emprunter. C'est pas forcément le reflet de votre style de vie. Par exemple, une personne avec un taux d'endettement de 40 % pourrait disposer de plus de marge de manœuvre parce que ses dépenses sont raisonnables. Donc, par exemple, elle a 40 % de taux d'endettement, mais elle fait peu de sorties, peu de voyages, elle mange presque jamais au restaurant, donc elle fait attention. Donc, ce n'est pas un endettement qui est nécessairement excessif. Au contraire, une personne pourrait être endettée à seulement 25 %. Alors, le rapport entre toutes ses dettes et son revenu mensuel va être de seulement 25 %. Par contre, cette personne-là fait plusieurs voyages, des repas au restaurant fréquents, elle a une voiture luxueuse, donc elle a un train de vie qui est beaucoup plus cher, qui coûte beaucoup plus cher. Donc, à ce moment-là, il faut faire attention. Le ratio d'endettement, ce n'est pas nécessairement une image fidèle de notre style de vie. Un emprunt pour la voiture, un ratio d'endettement supérieur à 40 % est habituellement jugé trop élevé pour obtenir un prêt. Il faut penser à des solutions pour l'améliorer, mais quelles pourraient être les solutions? On a un des personnages qui dit cette personne devrait se trouver un emploi plus payant si elle veut s'acheter une voiture, donc augmenter les revenus. Mais c'est souvent plus facile de diminuer nos dépenses. Donc, l'autre personnage, elle va dire, elle pourrait aussi couper dans ses dépenses variables, mettre de l'argent de côté et rembourser son prêt étudiant. Et ensuite, elle pourra se payer une voiture. Donc, il y a aussi la question du quand. Est-ce que ça presse? Est-ce que j'en ai besoin maintenant? Est-ce qu'il n'y a pas des actions que je pourrais poser avant? Et quand j'aurai une certaine liberté financière, mais là, à ce moment-là, je pourrais me permettre une nouvelle voiture. Donc, il est plus facile de diminuer nos dépenses que d'augmenter nos revenus, quoique ça peut être aussi une solution si on en est capable. Le critère numéro 4. Donc, les banques, les caisses vont regarder votre bilan. Le bilan, c'est quoi? C'est une photo
qu'on prend à un moment précis. Ça dresse un portrait de la valeur nette d'une personne. Dans le fond, on va prendre vos actifs, tout ce que vous possédez et qui a une certaine valeur. Par exemple, votre maison, votre voiture, l'épargne que vous avez, les placements que vous avez. Dans l'exemple ici, on a un actif de 320 000 $. Le passif, on va donc comparer l'actif au passif. Le passif, c'est ce que vous devez. Donc, par exemple, votre hypothèque, votre prêt auto, votre carte de crédit. Donc, tous les montants du passif, ici, 193 000 $. Alors, on va prendre l'actif moins le passif et on a une valeur nette de 127 000 $. On va parler ici d'un bilan positif. Encore une fois, si vous voulez calculer votre bilan financier, il existe des outils. Là, ici, c'est l'Autorité des marchés financiers. Et vous pouvez tout simplement entrer vos montants. Si vous êtes en couple, vous pouvez entrer les montants de votre conjoint. Et ça va calculer avec votre dette, votre valeur nette. Donc, combien, pour les banques et les caisses, combien vous valez finalement. Une fois qu'on a pris tout ce que vous possédez, moins tout ce que vous devez déjà, bien, il reste combien finalement? L'importance d'un bilan positif. Le bilan positif indique au prêteur que la personne qui l'emprunte est solvable, c'est-à-dire qu'elle est capable de rembourser ses dettes, puisque ces dettes peuvent être réglées par la vente de ses actifs. Si on vous prête un gros montant, puis que finalement, ben, on se rend compte que vous êtes capable de le rembourser, mais que vous possédez une maison ou une voiture, ben, on pourrait saisir, le prêteur pourrait saisir votre voiture et se rembourser en vendant cette voiture-là. Donc, on va aller piger dans vos actifs. On ne veut pas se rendre là, évidemment. Le bilan positif, il démontre aussi que la personne qui emprunte est en mesure de bien gérer ses finances personnelles et qu'elle est capable d'épargner. Donc, si votre bilan est positif, ça démontre que vous avez quand même fait attention dans le passé. Alors, ça démontre votre niveau de responsabilité quand on parle de finances personnelles. C'est quoi la différence entre un bilan et un budget? C'est vrai que ça se ressemble, mais dans le fond. Donc, le bilan, c'est une photo. C'est un portrait de la situation financière. C'est le ici et maintenant. On compare l'actif et le passif. Donc, ce qu'on veut, c'est calculer l'avoir, la valeur nette. Alors, une fois qu'on a enlevé toutes vos dettes à ce que vous possédez, qu'est-ce qui reste? Ça, c'est le bilan. Le budget, alors, comme je disais, le bilan, c'est à un moment précis, c'est le ici et maintenant. Le budget, lui, ben, c'est un outil de planification. Ça prend en compte les revenus desquels on va enlever les dépenses. Et le budget, dans le fond, c'est un outil qui nous sert sur une période d'un mois ou d'une année. Ce n'est pas une photo d'un moment précis. C'est vraiment un outil qui évolue, qui peut être modifié à tout moment. Alors, le budget, c'est vraiment, c'est pas ce que les institutions financières vont regarder quand c'est le temps de vous prêter. Ils ne regardent pas votre budget. Ils regardent la situation à ce moment-ci, donc le bilan. Les bilans de Rosalie et de Vicky, ça va être un des exercices que je vais vous envoyer, dans le fond, pour cette semaine. Alors, je vous invite à regarder la fiche là, qui va venir avec ça, dans les travaux et devoirs. Le dernier critère, le dossier de crédit. Le dossier de crédit, là, c'est une foule de renseignements. Il y a beaucoup, beaucoup de choses là-dedans. C'est, dans le fond, une institution financière va demander un dossier de crédit avant de vous prêter. Ils veulent voir, finalement, si vous avez un bon passé en termes de crédit. Ça pourrait être aussi un propriétaire, avant que vous louiez un appartement, il pourrait demander une enquête de crédit et vérifier ces renseignements-là. Donc, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a vos renseignements personnels, donc nom, adresse, etc., etc. L'expérience de travail, pour qui vous travaillez. C'est quoi le titre du poste? Ça fait combien de temps vous travaillez là? C'est quoi votre revenu? Dans le dossier de crédit, on a aussi des informations sur les cartes de crédit, là ou les cartes, sur les marges de crédit, sur les prêts et les hypothèques, et l'hypothèque que vous avez pris avec une ou des institutions financières, et quelles sont les dettes non remboursées. Il y a aussi des informations bancaires, donc quels sont vos comptes en banque,
les montants dans vos comptes en banque. Est-ce que vous avez déjà fait des chèques sans provision, ce qu'on appelle des chèques sans fonds, c'est-à-dire un chèque que la personne va aller pour se faire rembourser et que finalement vous n'aviez pas le montant dans votre compte en banque? Est-ce que vous avez, au niveau public, est-ce que vous avez déjà fait déclarer faillite? Est-ce qu'il y a eu des jugements contre vous dans des situations de crédit? Est-ce que vous avez été poursuivi par des entreprises? Et il pourrait y avoir aussi dans votre dossier de crédit, dans le fond, des notes sur, exemple, un vol d'identité dont vous auriez été victime et plein d'autres informations, finalement, pour aider l'institution financière à se faire une idée de qui vous êtes en termes de finances et de crédit. Comment ça marche, le dossier de crédit? Là, c'est par un système de pointage. Au Canada, c'est un système de pointage qui représente l'historique des emprunteurs. Donc, ça, c'est, dans le fond, compilé par une agence d'évaluation de crédit. Et c'est qui a accès à ce pointage-là? Ben, ceux qu'on autorise à le consulter. Donc, la banque, la caisse ou votre propriétaire ne peut pas faire une demande d'enquête de crédit sans votre accord. Donc, il faut vraiment que c'est vous qui donniez le droit à ça. Même chose pour un contrat de cellulaire, par exemple. La compagnie ne peut pas, par elle-même, faire une enquête de crédit. C'est vous qui devez donner votre accord. Et plus le pointage est élevé, meilleur sont nos chances d'avoir un prêt. Donc, comme je disais, les pointages entre 300 et 900. Donc, quand tu es entre 760 et 900, c'est excellent. Et quand tu es en bas de 559, ben, tu as un faible pointage de crédit. Donc, plus le pointage est élevé, meilleures sont tes chances d'avoir du crédit. Si on regarde les statistiques, là, on voit que 57% des Canadiens sont dans la tranche supérieure. Et ensuite, 14 et 15%, donc entre 725 et 759 et 660. Et bien, si on est en bas, vous voyez, là, quand on tombe dans une cote de crédit plus faible, donc les conditions sont très difficiles pour obtenir un prêt hypothécaire ou même un emprunt tout court là, pour une voiture ou même des plus petits emprunts parce que les institutions financières vont juger que vous ne respectez pas les conditions pour obtenir du crédit. Alors, pour en obtenir, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rembourser ses prêts à temps le plus rapidement possible. Il faut emprunter seulement les sommes dont on a besoin. Il faut emprunter en fonction de sa capacité à rembourser. Limiter le nombre de cartes de crédit, mais en posséder une. C'est quand même important, quitte à en avoir une qui a presque rien, ou l'utiliser un peu et la rembourser au complet. Donc, ça démontre qu'on a une certaine responsabilité en termes de crédit. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est retarder les paiements de ses factures, parce que ça apparaît dans notre dossier de crédit. Retarder le paiement de ses contraventions, faire des chèques sans provision, changer très souvent d'emploi ou d'adresse. Donc, tout ça, ce sont des conditions négatives à l'emprunt. Et ça apparaît dans votre pointage de crédit. Les mythes sur le dossier de crédit, ceux qui seront là mercredi, je vais en reparler un petit peu plus en détail. Donc, ce sont tous des faussetés qui sont véhiculées. Donc, si tu fais à chaque fois que tu fais une demande de crédit, si tu fais des demandes de crédit répétées, oui, c'est vrai que ça pourrait venir diminuer ta chance d'accéder au crédit parce que ça montre que tu t'endettes encore et toujours là, parce que tu fais plusieurs demande. Par contre, de consulter ton dossier de crédit, ça n'entraîne pas de pénalité. Donc, avoir des plus gros revenus permet d'améliorer son dossier de crédit? Non, parce que ça ne veut pas dire que parce que tu gagnes plus que tu es moins endetté. Payer une dette l'efface? Non plus. Payer comptant favorise un bon dossier de crédit? Pas du tout, parce que ça ne laisse aucune trace au dossier de crédit. Payer tous ses comptes et prêts à temps garantit un pointage de crédit élevé. En fait, ça ne nuit pas, mais ça ne garantit absolument rien. Et je termine avec le cautionnement. Le cautionnement, c'est un endosseur. Donc, on demande à quelqu'un d'être celui qui va acquitter le paiement de notre solde si jamais on n'est pas capable de la payer. Donc, par exemple, pour une première demande de crédit, tu pourrais demander à tes parents de t'endosser. Si tu as eu un passé de crédit difficile aussi, ou pour la location d'un premier logement, ça se pourrait que ton propriétaire te demande un endosseur. Donc, je vais vous laisser là-dessus.
Je vais vous souhaiter une bonne fin de journée et on se revoit la semaine prochaine.